terre, les heures sans nouvelles de Kevin Escoffier sont de plus en plus longues ce soir du 30 novembre. En mer, l'inquiétude est identique. L'annonce de la nouvelle glace tous les coureurs. L'un des leurs se retrouve dans un radeau de survie après avoir déclenché sa balise de détresse. Le premier skipper dérouté est Jean Le Cam. Il arrive sur place à 17h04 et repère aussitôt Kevin. Mais l'issue de l'histoire n'est pas proche pour autant. Par ordre d'apparition, voici les personnages que vous entendrez dans ce 4e épisode. D'abord Jean Le Cam, bien sûr, le skipper de Yes We Cam. Je suis revenu 5 ou 6 fois sur le point. Là, la nuit tombait. J'ai encore rien trouvé. Jacques Carès, le directeur de course, point de contact entre la terre et la mer. On est quand même dans un désert nautique impressionnant. Il n'y a pas grand monde. On est loin de toute côte. On ne peut pas faire intervenir un hélicoptère. C'est trop loin. Évidemment, Kevin Escoffier passait du bateau au radeau en mode survie. J'avais l'impression que les vagues qui venaient taper contre le radeau, c'était des gens qui venaient taper à la porte pour me chercher, tu vois, des trucs comme ça. Donc je commençais à pas être... Voilà, c'est un petit manque de lucidité, quoi. Yannick Bestaven, skipper de Maître Coq, futur vainqueur du Vendée Globe et qui a également participé aux recherches. Tu abandonnes complètement la compétition. Quand je vais chercher Kevin, il n'y a plus de Vendée Globe, il n'y a plus de course, il n'y a plus... Petit Posca, tu sauvé ton pote. Enfin, Sébastien Simon, skipper d'Arkea Paprec, 4e et dernier bateau dérouté dans l'opération de sauvetage. Quand on jette un œil dehors et qu'on voit l'immensité de l'océan, on se dit non mais c'est retrouver un petit bateau gonflable de plage au milieu d'un océan, c'est n'importe quoi. Ce 4e épisode raconte donc, comme le précédent, toute cette soirée d'angoisse, mais cette fois vécue sur l'eau, là où PRB a disparu, là où Kevin est recherché dans les fameuses mers du Sud. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais trouver. Je m'attends pas à trouver un radeau. Je m'attends quand même à trouver un bateau. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de mer. On s'est un peu parlé parce que tu t'arrêtes, mais tu restes, même pas 30 secondes. Après, tu dérives, donc et t'arrives pas à communiquer, quoi. Que par signe, voilà. Il y a juste eu un échange verbal très bref et c'est tout. Donc, et heureusement d'ailleurs qu'on a eu ce passage-là, parce que sinon on aurait été encore plus dans la peine. On savait que quelqu'un était là, quoi. Donc, Quand Jean passe à côté de moi, c'était juste infaisable. C'est que là on pouvait même pas le faire. Il faut imaginer qu'il y a 35 nœuds et 5 mètres. Et c'est du vent de sud. Donc en fait le vent de sud dans l'Atlantique Sud, donc juste avant l'Indien, c'est du vent qui vient de l'Antarctique. Donc c'est un vent qui est très froid, qui est très dense, qui ça pousse fort. on savait aussi que la météo sur zone allait se calmer, ça c'était un point important. Il fait le tour, il m'entoure, et là il se rééloigne. Moi, j'ai fait signe que je pars pour réduire la voilure et que et lui, en fait, il comprend pas la même chose que ça. En fait, j'imagine qu'il pense comme moi, que les conditions sont dantesques et qu'on va attendre. Et je me dis, bah là, de nuit, on va pas le faire. Tu vois, on va attendre le lever du jour. Pour faciliter le sauvetage le lendemain de jour, dans ma tête, je me suis dit, bah, je vais économiser ma balise personnelle AIS, qui est la plus précise. Et j'ai pas de regret là-dessus. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais t'aurais pas dû parce que du coup, ça nous a inquiétés, on ne voyait plus. Je dis, oui, mais moi, dans ma tête, c'était mon moyen le plus. Imaginons que l'Hyperb finisse par ne plus émettre, il me faut une balise. Et je me suis dit, comment faire ? Bah, c'est en l'économisant. Et en plus, j'avais l'Hyperb. Et donc je me suis dit, bah là, j'en ai deux, j'en garde une sur les deux, plutôt que d'avoir deux qui fonctionnent en permanence. Je trouvais ça un peu neuneux. La balise Hyperb, en fin de compte, qui aurait dû être GPS, ne l'était pas. C'est une balise qui était avec des localisations par Doppler et qui malheureusement donnait des positions pas tout à fait précises, qui étaient souvent espacées entre 20 et 30 km quand même, donc c'est beaucoup. On est quand même dans un désert nautique impressionnant, il n'y a pas grand monde, on est loin de toute côte, on ne peut pas faire intervenir un hélicoptère, c'est trop loin.
Donc, moi, je suis revenu 5 ou 6 fois sur le point, toujours rien. Bah, lui, il dérivait. Donc, à un moment, je suis parti sous le vent pour essayer de voir si je trouvais quelque chose sous le vent. Là, la nuit tombait. J'ai encore rien trouvé. Et là, vraiment, je me dis, il va falloir que je déroute d'autres personnes parce que si la nuit tombe, le pauvre Jean, tout seul, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. À plusieurs, il y a plus de chances. Il me propose, il ne m'impose pas, il me propose d'éventuellement faire demi-tour pour apporter de l'aide à Jean Le Cam qui vient de rater le sauvetage. Avant que la nuit tombe, quoi, et je dis mais c'est une obligation de le faire, c'est même pas, tu me demandes pas si je peux, j'y vais, donc là tu fais demi-tour dans une mer qui est défoncée, il y a 6 mètres de creux, ça déferle, tu te retrouves dans un radeau de survie dans les mers du sud, ça sent le roussi quand même. Tu abandonnes complètement la compétition. Quand je suis allé chercher Kevin, il n'y a plus de Vendée Globe, il n'y a plus de course, il n'y a plus. Tu penses qu'à sauver ton pote. Il y a eu Maître Coq, il y a eu Boris Herman avec Sea Explorer. Et là, j'ai commencé à me dire va te reposer, essaie de dormir, essaie de penser à autre chose, parce que le prochain qu'on va appeler, c'est toi. Et puis j'essaie de dormir, j'y arrive pas trop. Et là, en fait, j'entends un coup de téléphone sur le téléphone du bord. Et là, c'est Jacques Carès qui me dit est-ce que tu peux te dérouter on n'a pas retrouvé Kevin. On t'envoie la position. Du coup, je dis attends, laisse-moi noter. Je prends la position, donc je la prends. Je dis écoute, je suis à 30, je sais plus combien de milles. Je dis ok, je serai dans environ 2 heures sur place. Faut le faire, c'est tout. Donc je me pose pas la question est-ce que je le fais vraiment non, c'est pas du tout ça. Non, il s'agit de la vie d'un homme. C'est déjà un sentiment incroyable que des compétiteurs qui sont là pour la gagne mettent tout de suite leur course de côté pour aller chercher leurs copains. Donc ça, il n'y a même pas la moindre ambiguïté. Et ça, je crois que c'est la plus belle valeur de ce milieu-là. Et il faut le préserver. C'est important que justement la première règle maritime, c'est d'aller porter assistance à personne en danger. Donc je me suis habillé, équipé, et j'ai commencé à essayer de préparer tout le matériel de survie, de récupération pour Kevin. Et en fait, je me suis dit, à partir du moment où je vois quelque chose, il faut que je laisse un marqueur à bord du bateau, parce que nos bateaux vont très très vite et on est tout seul pour les manœuvrer. Il faut que je sois capable de laisser un marqueur dans l'eau, que je serai capable de repérer si jamais je vois Kevin pour ne pas le perdre. Et là, quand j'arrive sur zone, premier réflexe, je vois l'AIS de Jean sur mon écran d'ordinateur. J'appelle Jean la VHF. On a un échange bref parce qu'il est en communication avec la Terre. Mais je sens dans la voix de Jean que, comme moi, il désespère. Tu sais que t'as pas plusieurs chances dans un sauvetage et déjà de l'avoir raté une fois, tu te dis que ça va pas le faire une deuxième fois. Par le logiciel de dérive de Météo France, le CROSS nous envoie régulièrement et d'une façon très efficace plusieurs solutions de dérive. Avec la cellule de météo que j'ai qui m'aide beaucoup, c'est Christian Dumas, Grete Cercle et Sébastien Josse. On établit une zone de recherche, un triangle, plutôt que tout le monde cherche dans le même coin, plutôt étaler les bateaux. C'est important de leur donner une mission et pas le hasard. Et en fait, ils avaient coupé cette zone, ce cône en 3 zones, et chacun avait sa zone. Donc moi, j'avais la première zone, Boris avait la deuxième, et Yannick avait la troisième, la plus sous le vent. Et Jean Le Cam, il était, il faisait son tracé à lui, je sais pas, il avait déjà entrepris quelque chose. Donc là, l'ADC avait dit, nous, on va créer un groupe WhatsApp de crise, et en fait, dans le groupe WhatsApp, il y avait Yannick, Boris, mais il n'y avait pas Jean Le Cam, parce que Jean Le Cam n'envoie pas de texto. Voilà. Toujours des messages très factuels, des positions à donner, un échange par mail quand même pour donner la zone de recherche, le triangle, avec un schéma.
Et après, c'est des échanges par WhatsApp. Beaucoup par WhatsApp, et c'est finalement beaucoup plus efficace. Parce que par vocal, dans des conditions comme ça, on s'entend pas bien, on peut se tromper sur les coordonnées géographiques, on pourrait entendre un mauvais chiffre, alors que par l'écrit, si c'est très court, c'est factuel, c'est tout de suite enregistré, accusé de réception, et puis là c'est efficace. Puis il y a aussi les autres bateaux qui sont au courant, parce qu'on a prévenu les autres bateaux. Certains nous disent, est-ce que tu veux qu'on se déroute aussi? Je dis non, vous êtes trop loin, non, on va pas en ramener plus, c'est suffisant, et le jour nous aidera probablement demain matin, donc faites votre course, continuez. Et je trouvais qu'il fallait pas mettre trop de monde non plus dans la boucle, parce qu'après ça peut faire le suraccident aussi, et surtout que la mer était pas facile. Donc à un moment donné, je dis à Jean, écoute, maintenant qu'on n'est plus nombreux sur zone, repose-toi, mets-toi un peu à la cape. À la cape, ça veut dire en stand-by, voile très réduite pour se reposer. Il n'a pas dû pouvoir beaucoup se reposer, mais enfin il s'est un petit peu retiré du système. Et puis quand j'ai vu qu'il recommençait à naviguer, je l'ai rappelé. La nuit était déjà tombée depuis au moins 2 heures. Et l'organisation m'appelle et me donne un nouveau point. Et du coup, je me dirige vers ce point-là, je trouve rien. J'envoie Sébastien Simon à l'ouest, beaucoup à l'ouest du triangle de recherche, parce que j'avais eu un contact avec Grinet qui me disait qu'il y avait une nouvelle localisation très loin, mais ça valait quand même le coup d'aller voir. Donc du coup, c'est Sébastien qui s'y colle, comme on dit. Et puis, bizarrement, c'était une position avec des chiffres très ronds. Donc, je me suis dit, la précision de la position ne doit pas être terrible quand même. Et en allant vers cette position, en fait, à un moment, je vois un flashlight dans l'eau. J'étais sûr de voir un flashlight qui est passé à côté de mon bateau et que j'ai vu derrière. Et donc, j'ai retenu la position, j'ai mis une position sur mon Adrena, mon ordi du bord, le logiciel de navigation. Et j'ai fait 3 tours autour de cette position. Et en fait, à chaque fois que je suis revenu, je voyais plus ce flashlight. Donc je me dis, c'est pas possible, enfin, j'ai pas rêvé, je l'ai vu. Et c'était peut-être un débris du bateau, peut-être le flashlight d'un des gilets de sauvetage, peut-être un flashlight ou une lampe torche qui traînait dans le bateau et qui flotte. Il faut savoir qu'il y avait de la lune, et que quand il y a de la lune sur la mer brisante comme ça, quand les crêtes de vagues brisent, ça peut faire des effets de lumière. Il y avait vraiment de la luminosité, tu vois, j'ai ce souvenir-là dans la nuit qu'il y a quand même de la lumière, et même parfois, tu vois, je crois, ton imaginaire, il te fait voir des choses fausses, et j'ai l'impression parfois de voir le petit radeau passer au large, ou la flashlight clignoter, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a la fatigue aussi, parce qu'on dort pas. Quand les conditions de mer sont pas bonnes, forcément celui qui est dans le bib, il est ballotté sévèrement, et ça peut aussi tourner mal. Et puis celui qui recherche, il prend des risques beaucoup plus forts. Il est dans des conditions de mer difficiles, il peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas manœuvrer comme il veut. Il a été obligé de réduire la toile pour pouvoir être plus manœuvrant. Donc il y a beaucoup d'énergie à donner pour se mettre en configuration de sauvetage. Et en plus de ça, il y avait quand même l'incertitude de tomber sur le bateau. Parce que le bateau, il n'était pas coulé. Si, en cherchant le bonhomme, il y a quand même une forte probabilité que tu payes le bateau. Surtout, ce qui me choquait, c'était que la mer était très courte et qu'elle déferlait, quoi. Voilà, moi, je suis assez marqué par les vagues qui passent au-dessus de mon bateau, etc. Donc ça déferle de partout, il fait pas chaud. Et de temps en temps, j'ai trop froid, je vais me faire un café et tout, parce que je tiens pas à cause du froid. Et de la flotte qui me tombe sur la tête, et je me dis, mais comment il fait Kevin dans son radeau, quoi. J'ai froid sur le bateau, je me fais un café chaud, j'ai encore froid. J'essayais de dormir, mais pas trop. Alors, je dormais en équilibre pour faire du rappel, en gros. Même s'il y a une grosse vague, c'est vrai que tu dors. Je commençais aussi à avoir un peu froid. Tu entends les vagues, t'es de nuit, t'as tout qui tremble, c'est avec le vent, t'as les vagues. Faut imaginer aussi, tu sens le radeau qui bouge, et puis t'entends une vague qui déroule, tu te contractes, tu dis je vais la prendre, elle passe à côté, puis un coup d'après au contraire t'entends rien, parce qu'elle a pas encore déroulé, elle vient juste dérouler sur toi. Là il y a tout, faut imaginer toute la vague qui déroule sur la toile de la tente, le radeau qui part, qui se penche, et d'un seul coup l'encre flottante qui fait rappel, tu sais, il fait blam, tout qui revient d'un coup. Donc non, c'est pas la nuit est pas géniale, quoi.
J'avais l'impression que les vagues qui venaient taper contre le radeau, c'était des gens qui venaient taper à la porte pour me chercher, tu vois, des trucs comme ça. Donc je commençais à pas être... voilà, c'est un petit manque de lucidité, quoi. Ce qui est fort, c'est que tout le monde a gardé son sang-froid, et heureusement, quoi. Personne n'a laissé place à l'émotion, personne s'est énervé, personne s'est excité. L'homme à la mer que tu cherches dans la nuit, ça m'était déjà arrivé, quoi, mais en équipage, quoi. Là, t'es au bout du monde, t'es dans l'océan Indien, t'es tout seul, ça fait plus de 3 semaines que t'es parti, y a la fatigue, y a le stress d'attaquer les mers du Sud, parce que je t'avoue que moi je connaissais pas trop les mers du Sud, donc y a un peu de stress quand même. Putain, que tu commences par ça, waouh, non, t'es pas préparé du tout, quoi. Quand on jette un œil dehors et qu'on voit l'immensité de l'océan, on se dit non mais c'est retrouver un petit bateau gonflable de plage au milieu d'un océan, c'est n'importe quoi. On n'y arrivera jamais, quoi. Je me pose même la question à quoi ça sert, quoi, de scruter l'océan comme ça. Je dis qu'est-ce que tu veux qu'on le retrouve, quoi. Il n'y a plus de balises, il n'aimait plus. On est 3 bateaux, 4 bateaux à chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. On sait même pas s'il a dérivé par là avec le courant, par là avec le vent, si le radeau est toujours à l'endroit ou à l'envers. Enfin, tu vois. Ouais, moi je pense qu'en plein milieu de la nuit, je pense que c'est mort, quoi. Donc ouais, là c'est dur, quoi. T'es tout seul, t'imagines le pire. Et moi, honnêtement, je croyais que c'était terminé. Enfin, pour moi, il était mort. Et je redoutais vraiment le message où on me dit on abandonne les recherches, quoi. Parce que là, et comment on se remet d'une telle situation, enfin, et comment est-ce qu'on peut accepter d'abandonner les recherches alors qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en vie dans l'eau. Enfin, j'aurais jamais voulu prendre cette responsabilité d'abandonner les recherches. Enfin, c'est laisser la vie d'un homme comme ça, et peut-être qu'il était en vie. Enfin, imaginons que ça se termine mal, comment tu te remets de ça? Si tu t'as pas eu l'impression d'avoir tout donné, c'est pas possible. Sauf que plus le temps passait, et moi il y avait de chances de le retrouver. Pour moi, dans ma tête, le plus probable c'est d'attendre le jour, mais je me suis dit il me cherche peut-être, quoi. Donc j'ai essayé de pas dormir, justement, c'est une des raisons pour lesquelles je me disais faut pas que je m'endorme, etc. Parce que s'il y a quelqu'un qui passe et qui crie, faut que je l'entende. Et j'avais peur si je m'endormais, de faire un tout droit de 2-3 heures, quoi. Et à un moment, je vois un point lumineux. L'avantage de la Lune, c'est ce qui a aidé Jean à voir ce bip, parce que les bips de survie ont des bandes réfléchissantes aussi, un petit peu comme sur la route, vous voyez et je pense qu'avec l'éclat de la Lune, ça a dû à un moment confirmer à Jean qu'il allait dans la bonne direction du bip. Et plus il avançait, plus il voyait ces éclats de lumière qui se dessinaient vers le lieu. Et là, je me dirige vers ce point-là, et là, je vois que ce point-là, ce point lumineux, si tu veux, devient, au début, il est très intermittent avec les vagues, etc. Et puis, il devient de plus en plus visible et fixe. Là aussi, je suis encore en direct avec ce Skype permanent et la vision de sa table à cartes. Donc, il est dehors. Je le vois pas, il ne peut pas me causer, mais je sais qu'il est dehors, en train avec une lampe torche, en train d'essayer d'imaginer un Kevin pas trop loin de lui. Et tout d'un coup, je vois qu'il y a une agitation. Il revient pas me voir. Il prend pas le temps, en tout cas, de venir me prévenir. Et là, un grand blanc. Ça dure presque 3/4 d'heure, 1 heure, je pense. Et là, j'entends une voile claquer. En fait, j'entends son approche par une voile qui claque. Donc, je m'approche de lui, je démarre le moteur. Et là, j'ouvre le zip du radeau et je le vois à côté. Et je lui dis maintenant. Il me dit oui. Je voulais pas refaire la même chose. C'est bon, je l'avais déjà quitté une fois, je ne voulais pas le lâcher 2 fois. C'est le moment le plus périlleux. Parce que si tu te loupes, tu te retrouves, t'as plus ton radeau, t'es dans l'eau, il faisait nuit, donc c'est le moment le plus périlleux, donc faut pas se louper quand même.
Dans le 5e épisode, vous entendrez comment Kevin Escoffier va passer de son radeau de survie au bateau de Jean Le Cam, dénouement d'une nuit de tension, délivrance pour tous, en mer et à terre, mais son aventure n'est pas tout à fait terminée. Onde de choc est produit par Podio et par Qd. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Et n'hésitez pas à noter, commenter et surtout partager ce podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Onde de choc est soutenu par PRB. PRB, c'est le spécialiste des produits de revêtement du bâtiment, mais c'est aussi un sponsor historique de la voile et du Vendée Globe. Je m'appelle Thierry Taillé, je suis directeur de production et je suis dans la société depuis 35 ans maintenant. J'ai connu tous les Vendée Globe avec PRB depuis 92. Il y a l'émotion de la victoire, c'est fort, c'est très fort. J'ai connu 2 fois avec Michel Desjoyaux en 2000 et Vincent en 2004. Mais cette émotion-là, elle est encore plus particulière et pour moi, elle a été plus forte qu'une victoire sur le Vendée Globe. Et pourtant, l'émotion des victoires, elle est très forte.